L'automobile, une invention dont on fête cette année le 113e anniversaire. Cet engin s'est bien sûr modernisé depuis sa naissance, mais n'oublions pas que dès les années 1900, les automobiles avaient déjà des phares, 4 roues, un pare-brise, un tableau de bord, un volant. Alors, quoi de neuf? Une batterie de système électronique assiste le chauffeur, une conduite plus facile pour les trajets tout confort, c'est la promesse des voitures du futur. L'automobile, une invention qui a déjà plus d'un siècle d'existence. Une machine qui a bien sûr évolué en un siècle. Mais regardez bien. Dans les années 1900, les automobiles avaient déjà des phares, 4 roues, un pare-brise, une cabine, un tableau de bord, un volant. Le confort et la vitesse mis à part, la conduite a donc bien peu évolué en un siècle. Alors, même si les constructeurs multiplient les voitures de démonstration aux lignes futuristes, on peut se demander quand la voiture va vraiment changer. Pourtant, les vraies innovations ne manquent pas dans le domaine automobile. Premier exemple, le volant. Un archaïsme que démode définitivement le joystick qui a déjà remplacé les manches à balai dans les cockpits d'avion. Le joystick se conduit d'une seule main et fatigue beaucoup moins le bras, souvent crispé sur le volant. Un énorme avantage pour les longs trajets. Deuxième exemple, aujourd'hui, comme autrefois, la détection des obstacles reste du seul ressort de notre œil. Pourtant, des solutions existent. Sur cette voiture expérimentale, une image projetée sur le pare-brise permet au conducteur de voir un piéton traversant la route. Ce piéton, fondu dans l'obscurité, est absolument invisible à l'œil nu. Le système, tout simplement une caméra infrarouge logée sous le capot. L'électronique qui nous aide à éviter les accidents, voilà une vraie innovation pour les années à venir. Dans le même ordre d'idée, le fameux radar anti-collision, que l'on commence à voir sur quelques voitures de marque étrangère. La technique est au point. Elle est révolutionnaire. Le radar évalue en permanence la distance avec la voiture qui vous précède et va freiner à votre place en cas de ralentissement brutal de celle-ci. Le système est aussi utile sur autoroute que dans les embouteillages. Fini les fastidieuses avancées par à-coups, le radar se chargera de tout. Quand cette innovation majeure sera-t-elle montée en série sur toutes les voitures ? Des radars dans les voitures, des capteurs sur la chaussée et c'est l'autoroute intelligente. Le conducteur n'a plus qu'à croiser les bras, les voitures, regroupées en convoi, se dirigent automatiquement. Vous pouvez enfin vous concentrer sur le paysage ou même lire votre journal. Tout le monde a parlé de ce test mené il y a 1 an en Californie. Seul problème, il nécessite d'équiper les chaussées de capteurs espacés d'1 mètre. Voici plus étonnant encore. Sur cette voiture, les caméras filment les bandes de circulation. L'ordinateur de bord analyse l'image et va conduire la voiture pour qu'elle reste sur sa voie de circulation. Aucune infrastructure et un vrai pilote automatique. La dernière innovation concerne les passagers. Aujourd'hui, ils sont condamnés à l'inaction. Ah si, on a inventé l'autoradio. C'était en 1922. À l'ère du multimédia, on pourrait peut-être avoir dans sa voiture des ordinateurs intégrés qui nous donnent des itinéraires, permettent d'envoyer des mails, de jouer, de s'instruire ou de regarder la télévision. Techniquement, c'est possible grâce à cette parabole multidirectionnelle logée dans le toit. Si toutes ces innovations restent pour l'instant cantonnées aux véhicules de démonstration, c'est bien entendu qu'elles coûtent cher. Mais une chose est certaine, elles finiront bien, un jour ou l'autre, par équiper les voitures de demain. Et elles révolutionneront plus l'automobile qu'une nouvelle carrosserie ou qu'un nouveau dessin de siège. Quand l'électronique assistera vraiment le conducteur et prendra même le relais en cas de défaillance de celui-ci, la voiture entrera dans sa maturité. En attendant la suite. Vous voyez, la voiture devient pleinement ludique en toute sécurité. Maintenant, quittons la terre ferme pour aller enquêter au-dessus des nuages. A380, Super Concorde, avion hypersonique, les limites de la vitesse sont sans cesse reculées. Les changements dans ce domaine sont fulgurants. Décollage.
En effet, chaque année, 500 millions de passagers prennent l'avion et ce chiffre augmente tous les ans. Résultat, beaucoup de lignes aériennes sont saturées. Il faut donc des avions plus gros même que le 747, le recordman du monde avec ses 500 passagers. Voici la solution proposée par Airbus, l'A3XX. Regardez les hublots. Le fuselage est à 2 étages sur toute sa longueur. Voilà pourquoi, en dépit d'une taille à peine supérieure à celle du 747, l'A3XX pourrait accueillir 600 passagers. Autre avantage du double pont, diminuer l'effet de masse créé par une seule grande cabine. Si tout va bien, les premiers A3XX voleront en 2003. Les Américains, de leur côté, sont nettement moins avancés, mais leur idée est plus ambitieuse. S'inspirant du B-2, leur bombardier furtif, ils travaillent sur une aile volante capable de transporter 800 passagers. Les premières maquettes volent déjà, mais il reste du travail pour passer au prototype grandeur nature. Alors, aile volante ou avion à 2 étages? Dans le ciel, la bataille des très gros porteurs ne fait que commencer. Autre grand défi de l'aéronautique de demain, la vitesse. Quel avion pour remplacer le Concorde qui partira à la retraite en 2015 au plus tard? Les projets foisonnent. Voici l'ATSF, un super Concorde européen, plus rapide et plus grand que son prédécesseur. Mais l'argent manque pour le financer. Ce qui n'empêche pas les constructeurs de rêver déjà à son successeur, l'avion hypersonique. Il volera à Mach 5, c'est-à-dire à 5000 km/h, et comme combustible, du gaz, le méthane. Vous allez retrouver dans cette section de l'avion qui fait à peu près 10 mètres de large, les passagers, seront au nombre environ de 2 à 300, plutôt 200 dans cet avant-projet ici. Dans cette partie-ci, vous aurez les réservoirs de méthane, et on retrouve encore des réservoirs dans cette partie-ci. Un véritable casse-tête, car le méthane doit être stocké à l'état liquide à moins 160 degrés. Sachant qu'à Mach 5, les parois de l'avion seront à 1000 degrés et que la cabine devrait être maintenue à 20 degrés, imaginez les problèmes de température qu'il faudra résoudre. Les difficultés sont telles que certains envisagent de passer directement à l'étape suivante, l'avion spatial. Directement dérivé de la navette actuelle, l'avion spatial volerait au-dessus de l'atmosphère terrestre. Dès lors, plus de problème de vitesse. Ce projet américain, le X-30, se promènerait ainsi à 25 000 km/h. De quoi mettre n'importe quel point de la Terre à moins d'1 heure de Paris. Les déplacements entre des villes de 2 pays très éloignés devraient donc bientôt être de plus en plus rapides. Mais si traverser une grande métropole prend toujours autant de temps qu'un Paris-New York, si les problèmes de circulation ne sont pas résolus, on peut se demander en quoi consistera vraiment le progrès. La solution ultime contre les embouteillages, c'est peut-être en Californie qu'elle se trouve. Là-bas, un ingénieur met au point le rêve de plusieurs générations, la voiture volante. Elle décolle comme un hélicoptère, vole comme un avion. Voici le bébé de Paul Moller, la Skycar. Los Angeles, en Californie. Une agglomération de 10 millions d'habitants, 250 km d'autoroutes et une multitude d'autres axes routiers. Chaque jour, plusieurs millions de voitures sillonnent les routes. Une zone urbaine particulièrement dense. Aux heures de pointe, la circulation devient souvent un véritable cauchemar. Les embouteillages sont-ils une fatalité de la vie moderne? Pas pour tout le monde. Nous sommes chez Moller International. Depuis 30 ans, cette entreprise de la banlieue de San Francisco cherche des solutions radicalement nouvelles aux problèmes du transport. Premier exemple, le M200X, une véritable soucoupe volante. En 1989, pour la première fois, cet engin a quitté la Terre avec Paul Moller à son bord. Il réalise plus de 150 vols stabilisés, parfois même sans pilote, grâce à un ordinateur de bord performant commandé à distance. Moller prouve ainsi que l'on peut décoller à la verticale avec des hélices. Aujourd'hui, Paul Moller concocte une nouvelle version, la Skycar, autrement dit la voiture des airs.
La Skycar est une combinaison d'un hélicoptère qui décolle verticalement et d'un avion qui avance horizontalement. Nous avons une série de groupes de propulsion, il y en a 4, chacun comportant 2 moteurs. Un moteur, une hélice, un moteur. L'ensemble génère une forte poussée. Et derrière, nous avons une série de volets déflecteurs qui orientent les gaz vers le bas pour le décollage vertical et qui les dirigent ensuite horizontalement pour avancer. La Skycar en est au stade du prototype et n'a pas encore quitté le hangar de fabrication. Les techniciens font les derniers ajustements. Dans sa version définitive, elle pourra transporter 4 passagers et voler à 9000 mètres d'altitude à la vitesse de croisière de 600 km/h. Autonomie de cet aéronef personnel, 1400 km. Mais d'ici là, ses concepteurs doivent encore vaincre beaucoup de difficultés. Notre patron, Paul, s'intéresse à plein de choses. Il invente des engins, puis il veut les essayer. Pour ça, c'est un peu comme un enfant avec un nouveau jouet. Alors cette voiture, ça n'est qu'un prototype. Pour l'instant, on essaie de prouver qu'elle peut décoller verticalement. La faire avancer, ça viendra ensuite. Pour qu'elle vole, Paul Moller compte sur son aérodynamisme et sur sa légèreté. Sa structure est principalement en fibre de carbone. Résultat, un poids de 800 kg seulement pour ce modèle biplace. Mais le secret de la Skycar, c'est un moteur révolutionnaire, clé de voûte du fonctionnement de la voiture volante. Un système efficace et peu polluant. Ce qui rend ce moteur vraiment unique, c'est sa capacité à brûler n'importe quel carburant. Il est extrêmement léger, il ne pèse que 65 livres, c'est-à-dire moins de 30 kg. Et il produit pourtant 60 chevaux. Reste après le défi technique, l'enjeu commercial. Pour l'instant, cette petite machine coûte la bagatelle de 6 millions de francs. On est loin d'une production grand public. Mais Moller promet de réduire la facture à 360 000 francs d'ici 2 ans. Côté carburant, c'est plutôt rentable, à peine 13 litres au 100. Une alternative que Moller estime tout à fait réaliste pour le nouveau millénaire. Le monde a vraiment besoin d'une alternative à l'automobile. C'est ce que nous essayons de mettre au point ici. Quelque chose qui soit pratique, facile à piloter et qui intègre toutes les ressources des nouvelles technologies. Paul Moller est sans doute un visionnaire. Et si son projet réussit, les embouteillages du futur pourraient bien se former dans le ciel. L'essentiel du transport de marchandises entre les continents se fait par cargo. Un moyen de transport économique qui n'a qu'un défaut, il est très lent. Mais plus pour longtemps. Pour augmenter leur vitesse, on est en train de mettre au point des cargos révolutionnaires embarquement. Le transport de marchandises entre l'Europe et les États-Unis se fait d'abord par l'océan, sur d'énormes cargos. Chaque année, 30 millions de tonnes de fret traversent ainsi l'Atlantique. Seul problème, ce transport est très lent. En moyenne, une dizaine de jours à une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km/h. Et encore, quand la météo est favorable. Car quand le temps se dégrade, la traversée peut prendre 2 à 3 jours de plus. Pour aller plus vite, la solution, c'est bien sûr l'avion cargo. Mais le transport coûte alors 10 fois plus cher. Et entre les deux, il n'y a rien. Rien pour l'instant, car aux États-Unis, on prépare les cargos du futur. Des navires de 260 mètres, soit pratiquement la longueur du Titanic, mais surtout, ils pourront atteindre la vitesse de 42 nœuds, 75 km/h, 2 fois la vitesse d'un navire classique. Ces cargos à grande vitesse s'inspirent de navires qui existent déjà, les ferries rapides, comme celui-ci, ultramoderne, qui relie la Corse au continent. Il atteint les 70 km/h. Pour aller plus vite, les cargos du futur devront encore résoudre quelques problèmes. Le premier, c'est le poids. Il faut concevoir une structure ultra légère. Par exemple, chaque fois que l'on allège la coque de 200 tonnes, on gagne 2 nœuds, soit presque 4 km/h. C'est pourquoi ici, au chantier de l'Atlantique, on fait tourner les ordinateurs à plein régime pour calculer des structures allégées en acier ou en aluminium. Mais le principal problème, c'est de vaincre la résistance de l'eau. Ces maquettes testent une coque semi-planante. À l'avant,
L'étrave a une forme en V pour fendre les vagues. À l'arrière, la poupe est large et plate. Un profil qui permet, en créant une surpression à l'arrière, d'alléger l'avant du navire et d'augmenter sa pénétration dans l'eau. Autre problème, la propulsion. Sur un bateau classique, au-delà de 50 km/h, les hélices sont soumises à des phénomènes de cavitation. L'eau se vaporise derrière l'hélice et forme un chapelet de bulles, ce qui réduit considérablement son efficacité. La solution, ce sont les hydrojets, de véritables réacteurs à eau qui aspirent et éjectent puissamment l'eau derrière la coque. Pour les entraîner, 5 turbines à gaz, une puissance totale de 400 000 chevaux, la puissance de 50 motrices de TGV. Et puis, autre manière de gagner du temps, le chargement et le déchargement de la marchandise. Au lieu de la grue actuelle, les cargos du futur disposeront d'une véritable gare, avec des petits wagons mobiles qui viennent se glisser sous les containers. Un système astucieux 4 à 5 fois plus rapide que la grue classique. Munis de toutes ces améliorations, ces cargos rapides pourraient effectuer une navette entre Philadelphie et Cherbourg en 3 jours et demi. Il ne reste qu'à trouver le financement, ce qui pourrait prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, le système des conteneurs a énormément simplifié les transferts mer, fleuve, rail et route. C'est le transport multimodal, il est bien en train de révolutionner les flux de marchandises. En Suisse, entre Genève, Lausanne et Zurich, le trafic est saturé, que l'on soit en train ou en voiture. Que faire pour transporter plus de passagers ? La solution, un ingénieur suisse l'a trouvée, c'est de creuser un métro. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas creuser un MGV, un métro à grande vitesse capable de rouler à 400 km/h ? Le projet a l'air fou, mais il est très sérieux. Regardez. Qu'il s'agisse de rails ou de routes, les voies de communication sont saturées entre les grandes villes de Suisse. Seule solution pour les désengorger, créer un métro aux dimensions d'un pays. C'est le projet Suisse Métro, un train souterrain fonçant à 400 km/h dans des galeries placées sous vide. Pour aller aussi vite, les ingénieurs ont choisi la sustentation magnétique, comme celle de ce train allemand qui reliera bientôt Hambourg à Berlin. Il n'y a plus de roues ni de rails, les voitures flottent à quelques centimètres au-dessus de puissants électroaimants. Le système fonctionne comme un moteur électrique dont on aurait déplié la bobine. Un courant électrique très fort le propulse à grande vitesse. Pour le maintenir dans la bonne trajectoire, le train est guidé par des aimants placés horizontalement et latéralement. Fini les vibrations, le bruit et les problèmes mécaniques, il n'y a plus aucune pièce en mouvement. Reste un dernier problème. Pour aller aussi vite dans un tunnel étroit, il faut obligatoirement enlever l'air de celui-ci. Des pompes maintiendront donc les tunnels quasiment sous vide. L'atmosphère y sera la même qu'à 15 km d'altitude. Bien sûr, les rames seront pressurisées comme des avions. Les passagers y accéderont par des rampes d'accès étanches. Pour faciliter les échanges, les stations seront d'ailleurs situées sous les gares actuelles des chemins de fer suisses. Le projet initial prévoit de relier Genève à Lausanne, puis Berne et Zurich. Ainsi, il ne faudra que 57 minutes pour se rendre de Genève à Zurich au lieu de 3 heures aujourd'hui. Mais bien sûr, cela coûte cher, très cher. Et si le train aérien allemand marche, il faudra valider les choix technologiques du Suisse Métro. Il va falloir dans un premier temps, 4-5 ans, s'occuper de construire le prototype. Et puis, vers la fin de la construction du prototype, on va commencer à creuser. Et puis, à un certain moment, on va faire les tests. Et pour que le premier passager mette son pied dans le métro, eh bien, peut-être que l'horizon 2020 est une date que je peux considérer comme réaliste. 20 ans de travail et 16 milliards de francs seront nécessaires pour mener à bien le projet. Verra-t-il le jour ? Une seule chose est sûre, il n'y a pour l'instant aucune autre alternative pour désengorger les vallées suisses. Peut-être un jour, ce métro rapide reliera-t-il les grandes métropoles européennes. Dans les villes, quel sera le premier véhicule permettant vraiment de réduire la pollution ? La voiture électrique ne décolle pas et voici qu'un Challenger entre dans la bataille. Il s'agit de la voiture à air comprimé. L'histoire retiendra que la première voiture non polluante est née 2 ans avant la fin du XXe siècle. Son carburant, tout simplement de l'air comprimé.
Et voici son inventeur, un ancien de la Formule 1. Guy Nègre a inventé la voiture à air comprimé et il veut révolutionner le monde de la voiture urbaine. Son véhicule possède en effet 200 km d'autonomie et peut s'offrir des pointes à 110 km/h. Des performances comparables à celles d'une voiture électrique avec un gros avantage, l'absence de batterie. Toutes les pièces de la voiture, du moteur à la carrosserie en résine, ont été inventées et fabriquées dans l'usine qui l'a fait spécialement construire. C'est donc bien plus que le projet d'un inventeur fou. Le moteur lui-même est très original. C'est simplement la pression de l'air comprimé mélangée à de l'air extérieur qui repousse les pistons. Ainsi, la fumée qui sort de ce pot d'échappement, c'est uniquement de la vapeur d'eau, créée par le refroidissement de l'air humide. Autre innovation, des dispositifs récupérateurs d'énergie pour augmenter l'autonomie. Oui, on essaye de récupérer un maximum d'énergie. Chaque fois qu'on freine, on va, en freinant, recomprimer de l'air et le réutiliser tout de suite pour réaccélérer. On a des systèmes comme ça, récupération d'énergie thermique ambiante, qui nous permettent d'aller quand même assez loin, puisque l'autonomie finale sera d'environ 200 km en ville, en cycle urbain. Ensuite, il faudra faire le plein. Pas de longue recharge comme pour une voiture électrique. Remplir son réservoir d'air comprimé dans une station-service spécialisée ne prend que 3 minutes. Coût 10 francs, c'est 10 fois moins cher au kilomètre qu'une voiture à essence. Tout cela paraît presque trop beau pour être vrai. La première voiture qui sera utilisée à la fin du premier trimestre de l'an 2000. Vendue, ce sera pour le deuxième semestre. Mais on a des utilisateurs qui nous ont demandé des voitures, à qui nous allons confier des voitures pour des essais en vraie grandeur, pour pouvoir les tester, etc. Bon, par exemple, les taxis et limousines committee à New York, nous allons leur livrer 2 voitures, ils vont les tester, ils vont regarder, et après, ce sera les vraies ventes. Un peu de retard donc par rapport aux prévisions, mais avant même d'être commercialisée, la voiture à air comprimé connaît un succès planétaire. Dans le monde entier, on s'est intéressé à cette invention. Nous avons vendu 5 usines au Mexique, 5 zones retenues pour couvrir le Mexique. Nous avons vendu en Afrique du Sud. Nous travaillons avec Cuba, avec le Maroc, en France aussi, puisqu'en France, normalement, notre prévision est de 12 usines. Si les derniers tests nécessaires à l'homologation du véhicule sont franchis avec succès, la voiture à air comprimé fera donc son apparition dans nos rues dans quelques mois. Prix annoncé, 70 000 francs. Réussira-t-elle à s'imposer là où la voiture électrique a échoué ? C'est le pari que fait Guy Nègre. S'il réussit, ce sera l'innovation la plus importante depuis la première voiture à essence il y a 110 ans. Le moteur à air comprimé est loin d'être la seule alternative au classique moteur à 4 temps. Voici un autre moteur révolutionnaire. Il marche avec de l'essence et de l'eau. Son inventeur, un Australien, est venu jusqu'à Clermont-Ferrand pour le tester. Voici le Split Cycle. Un moteur avec un meilleur rendement qui consomme donc moins d'essence. Un moteur qui en plus peut marcher avec 50% d'eau. Vous croyez que c'est un canular ? Pourtant, un Australien y croit dur comme fer avec son invention, le Split Cycle. Dans tous les moteurs actuels, qu'ils soient diesel, 4 temps ou 2 temps, le principe est le même. Le piston effectue un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement est transformé en un mouvement rotatif par une bielle et un vilebrequin. Ce mécanisme entraîne des frottements qui nuisent au rendement. Concevoir un moteur sans bielle ni vilebrequin, c'était l'obsession de cet Australien, Rick Mayne. Et voici le résultat. Rick Mayne a utilisé la roue de Genève, un engrenage d'une forme spéciale dont se servent les horlogers pour faire tourner les aiguilles des montres. Dans son moteur, le piston en haut pousse à chaque explosion une roue de Genève en orange. Ainsi, il fait tourner la couronne de roue de Genève qui entraîne l'axe du moteur. Pour faire tourner la couronne, il faut bien sûr plusieurs pistons. 24 comme ici. Ou 8 comme sur cette configuration de base. Ce moteur, le Split Cycle, aurait des performances remarquables. Ainsi, avec seulement 250 cm3 de cylindrée, comme le moteur d'une moto moyenne, il aurait la puissance d'un moteur 6 fois plus gros d'1,5 litre de cylindrée, comme celui de la Renault Mégane. En 1992, Rick Mayne donne le premier tour de manivelle. Ça marche.
Mais il ne sait pas encore qu'un combat long et difficile l'attend. Il faut trouver des partenaires pour tester, perfectionner et industrialiser son invention. 5 ans plus tard, c'est dans un institut de mécanique de Clermont-Ferrand que nous retrouvons son moteur. Comment a-t-il abouti ici? Nous avons contacté les principaux fabricants automobiles, mais ils ne sont pas très ouverts à la nouveauté. Dans les universités américaines, c'était la même chose. Et les Japonais se sont montrés encore plus conservateurs que les Américains. Finalement, les responsables de l'IFMA de Clermont-Ferrand ont donné leur accord pour étudier le moteur et vérifier s'il marche avec de l'eau. Quand on introduit de l'eau dans un moteur conventionnel, son rendement est nul à cause du déplacement extrêmement long du piston dans le cylindre. Mais dans le split cycle, la course du piston est très réduite. Conséquence, dans le moteur chaud, la détente provoquée par la transformation de l'eau en vapeur serait très efficace pour repousser ce piston. Résultat, à 60 tours par minute, on peut faire tourner facilement ce moteur avec 60% d'eau et 40% d'essence. 60% d'eau. C'est là qu'est la véritable révolution du split cycle, si ça marche. Et ça, c'est maintenant aux étudiants clermontois de le prouver. Le fait d'étudier de ce moteur nous apporte 2 choses. Premièrement, c'est un formidable support pour nos étudiants. Et pour l'école, c'est un formidable moyen de promotion de pouvoir travailler effectivement sur un moteur sur lequel on a des bonnes raisons d'espérer un grand développement. Premier objectif des étudiants de l'Institut, fabriquer un moteur split cycle pour le marathon Shell. La prochaine édition de cette course à l'économie de carburant verra donc la première voiture jamais équipée d'un tel moteur. S'il tient ses promesses, le record de consommation devrait largement être battu. Sans aucun doute, les voitures du futur seront plus propres. Mais permettront-elles de diminuer la fréquence des accidents? On sait que la plupart du temps, le responsable, c'est le conducteur. Une des pistes explorées est donc de faire conduire la voiture à sa place par un système automatique. Suivez le guide. Voici ce que pourrait être l'autoroute du futur, un gigantesque embouteillage permanent. Mais regardez, sur les voies au centre, la circulation est fluide et beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Tout simplement car sur ces voies, les voitures conduisent elles-mêmes en pilotage automatique. Cette simulation présente une expérience californienne, un véritable rêve pour de nombreux automobilistes fatigués par des trajets autoroutiers souvent longs et ennuyeux. Rien à voir avec de la science-fiction, voici les premiers tests bien réels. Des voitures en pilotage entièrement automatique qui roulent en convoi et des conducteurs installés au volant comme de simples passagers. Cette technologie d'avant-garde est aussi explorée en Europe. Grâce à de nouveaux systèmes électroniques, ce camion se pilote lui-même. Un prototype révolutionnaire capable d'anticiper les pièges de la route. Pour mettre en route le système, c'est très facile. Il suffit de lever ce levier vers le haut. Et là, le système est automatiquement en fonction. Le radar se met en route, capte la distance par rapport à la voiture qui est devant. Si le véhicule ralentit, de lui-même, il va s'en apercevoir, il va commencer à ralentir. Si le véhicule ralentit un peu plus fort, il va continuer à s'en apercevoir, il va ralentir un peu plus fort et mettre en route le ralentisseur. Et puis s'il freine, il va déclencher le freinage. Là, le système fait tout seul. Il s'occupe de passer les vitesses, de commander l'embrayage, de commander l'accélérateur et de commander les freins. Seule différence, ici, le conducteur doit encore tenir son volant. Mais il peut conduire pendant des heures sans toucher une seule fois aux pédales. La vitesse est automatiquement plafonnée à 85 km/h, sécurité oblige. Et au-dessous de 15 km/h, le système redonne aussitôt la main au conducteur. Et là maintenant, je freine parce que la voiture s'arrête au dernier moment. Mieux encore, à l'aide de cette caméra installée sur le tableau de bord, le camion est capable de se repérer à l'intérieur du couloir délimité par les bandes blanches de la chaussée. Et si le chauffeur s'assoupit par exemple, ça va lui signaler qu'il risque de tourner d'un côté ou de l'autre avec un signal sonore. Comme par exemple, vous voyez, je me suis déplacé un petit peu trop vers le milieu de la route. Une technologie séduisante, mais pour l'instant interdite par la loi, car elle pose un problème juridique de fond. Avec ces automatismes, qui, de l'homme ou de la machine, sera déclaré responsable en cas d'accident ? Pour l'instant, pas de réponse. Mais en voyant cela, on comprend que le problème se pose.
Avec l'expérience californienne de 1998, on trouvait déjà le principe du radar et du contrôle de la vitesse pour chaque voiture. Mais ici, les véhicules ne sont pas guidés par des caméras braquées sur le marquage au sol, mais à l'aide d'un champ magnétique. Pour cela, il a fallu implanter des milliers d'aimants dans la chaussée à intervalles rapprochés. Un travail titanesque qui permet un guidage très précis. La voiture peut rouler rapidement sur un parcours sinueux ou se garer au centimètre près sans la moindre intervention du conducteur. La technologie est prometteuse, mais hélas, elle n'est pas encore au point. Tout d'abord, lorsque la visibilité est très réduite ou pire, lorsque la route est enneigée, le marquage au sol devient inefficace. Impossible d'utiliser une caméra. Cette déneigeuse, elle, est guidée par l'autre système, celui des aimants dans la route. Mais un champ magnétique est très facilement perturbé. Des masses métalliques sur le bord de la chaussée, un pont, des rails de sécurité et le guidage disparaît. Les ingénieurs réfléchissent donc à un troisième système de guidage par satellite, grâce à un GPS de haute précision. Mais il faudra alors résoudre un dernier problème. Ce convoi est constitué de véhicules tous identiques. Or, sur la route, tous les véhicules sont différents. Ils n'accélèrent et surtout ne freinent pas tous aussi bien. Lors d'un freinage d'urgence, l'électronique ne suffirait sans doute pas à éviter les collisions. Autant de problèmes qui démontrent que ces systèmes ne sont pas prêts à prendre le pouvoir au conducteur. Pourtant, ces aides à la conduite pourraient soulager nombre de professionnels pour qui la fatigue peut réellement devenir un danger mortel. Nous entrons donc peu à peu dans l'ère de la voiture intelligente. Mais elle ne doit pas empêcher l'homme de rester assez vigilant pour éviter les infractions. Voilà, nous sommes arrivés au terminus de notre petit voyage dans le futur. Les moyens de transport nous réservent encore beaucoup de surprises, il suffit d'un peu de patience. Alors, avant de piloter des voitures volantes, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz? Amusez-vous bien et à très bientôt.